No tengo lugar y no tengo paisaje, y aún menos tengo patria. Un port, c'est ouvert. Hein. C'est ouvert vers quoi? Vers le large. Et au-delà du large, il y a un autre pays, un autre continent. Je pense que c'est un des rôles de tous les ports, de toutes les côtes du monde, d'accueillir les gens qui arrivent sur ces côtes-là. Je m'appelle Gérard Mélan, peut-être vous me connaissez parce que je vous ai soigné à l'hôpital ou peut-être vous m'avez vu dans un film. Mais nous, ce qu'on raconte depuis 40 ans, c'est ça en fait. On fait un constat réel, un réel objectif, si tu veux, d'une fenêtre ouverte sur le monde à travers l'Estac. C'est-à-dire que l'Estac, c'est quartier Marseille pour nous. C'est un point de départ, mais ce qui se passe partout. Quand on se met à l'échelle de celui qui est le plus pauvre ici ou le plus pauvre en Amérique du Sud, ou tu vois, c'est pareil. C'est pareil. Rouvrir le monde. Marseille et ses 111 quartiers nous invitent à l'Estac. C'est le point de départ de ce documentaire. Lumière sur la ville, le soleil comme projecteur, le Mistral son oxygène, les habitants ses acteurs. De légende en récit, de mystère en représentation, d'exagération en mensonge, la ville devient le théâtre du monde à ciel ouvert. Cette mosaïque humaine rend la compréhension complexe et perplexe et ouvre des fenêtres aux entrées multiples. L'Alhambra est un des rares cinémas existants dans les quartiers nord. William Benedetto, son directeur, se bat pour que cela perdure. Les films de Robert Guédiguian, la caméra de Benoît Bollon, les ouvrages d'Annie Rescala, les témoignages des jeunes sont des supports. L'odyssée de la compréhension commence à l'Estac. Je suis Nadia Boulenser et donc comme tu le sais, j'ai été élue depuis peu, depuis le 12 juillet dernier. Bon, j'avais précédemment des responsabilités ici en mairie de secteur, mais j'ai pris le costume de maire du 15-16 depuis le 12 juillet dernier. Bon, je m'appelle Robert Guédiguian et on se trouve à l'Alhambra, qui est le cinéma à Saint-Henri. Cinéma qui était auparavant un cinéma qu'on appelait de quartier. Et donc c'est un territoire qui est très difficile dans le sens où il y a un tiers de la population, notamment sur le bas du 15e, qui vit sous le seuil de la pauvreté. J'étais petit, évidemment, bien sûr, je venais dans ce cinéma voir des films, mais des bons films, des films donc qui sortaient un peu plus tard, mais qui étaient des bons films. C'est vrai qu'il faut absolument se préoccuper de ce que fait par exemple quelqu'un comme Benedetto. Il me dit toujours, il a l'impression que je suis un attaché de presse, mais c'est vrai que ce qu'il fait est formidable. Et il programme des choses très complexes, avec des profs qui viennent, qui accompagnent, qui expliquent, etc. Gérard Mélan et Malek, tous les trois, on a eu l'idée de le reprendre, ce cinéma. Malek Anzaoui, au centre social de l'Estac. On se connaissait de quand on était jeune avec Robert. Pas battu parce qu'il n'était pas très bastonné. Puis tu es à la gare, moi j'étais à la plage. Chacun son territoire. Chacun chez lui. Mais en fait, on s'est rassemblés quand on était jeunes communistes ensemble, on a créé le cercle. Et c'est là qu'on a commencé à se côtoyer quotidiennement quand même dans notre action communiste. Je suis né à l'Estac, à Rio, à la Falaise plus exactement. Oui, l'Estac c'est beau. Moi, l'Estac, j'aime bien, c'est un beau quartier. Cette relation homme-lieu est essentielle à la fabrication d'une histoire. Je m'appelle Kenza Grange, j'ai 19 ans et je suis ici en stage. La transmission, avec le temps, a beaucoup disparu. Moi, je m'appelle Inde Bedjaoui, je suis une animatrice ici, ça fait 1 an. Je suis une lycéenne, ouais, à l'Alhambra, ouais. Tu as déjà été? Non. Jamais? Je passe et tout, mais non. Peut-être quand j'étais petite, mais là, non. Avec Adam, j'ai 18 ans, je suis toujours au lycée. Et je m'appelle Laetitia et on est au centre social de l'Estac. Qu'est-ce que tu fais au centre social? Je suis animatrice. Vous êtes avec M. Benkanouch Mourad,
suis né à l'Estac-Plage et j'ai grandi à la rue Pasteur. C'est vrai que mon but n'a jamais été de retranscrire ou de faire des monographies filmées sur ce quartier-là. C'est de partir de ce quartier-là pour en faire un territoire imaginaire et le raconter de manière universelle. Ce quartier prenait de l'importance à travers ce film, ce regard de quelqu'un qui a grandi ici aussi, comme Robert. Et voilà, on a pris conscience quoi, que qu'est-ce que c'était l'Estac, qu'il y avait un peu d'histoire dedans. C'était, voilà, c'est super quoi. C'est pour ça que je fais un film en Estac et que effectivement je le vends en Suède, à Taïwan et en Argentine. Voilà, parce que les gens dans tous ces pays-là, ils reconnaissent des choses qui leur appartiennent aussi. Quoi, on a besoin dans ces territoires, si tu veux. Et moi, par exemple, j'ai toujours pensé qu'il manquait un vrai lieu de spectacle vivant, qui puisse à la fois être un lieu qui propose des choses à venir découvrir, mais qui puisse aussi accueillir toutes les initiatives d'ateliers de danse, de pratiques amateurs, comme on appelle ça en général, qui puissent avoir et qui en général vont faire leur spectacle de fin d'année, parfois à Martigues ou je sais pas où. Je suis allée de nombreuses fois pour des reportages, sur le social d'ailleurs, récemment. Et franchement, j'ai vu des trucs très bien. Ça m'a appris certains trucs, quoi. Je sais pas, j'ai vu des animateurs. Il y avait des reportages comme ça où ça interviewait des animateurs et c'était intéressant. Même le point de vue des enfants, c'était très intéressant. Pour moi, c'est aujourd'hui, ce qui devrait se faire, c'est un vrai état des lieux à l'échelle de la ville, avec définition d'une politique qui définit des priorités. Et effectivement, j'ai l'impression que l'idée de rendre la culture accessible, alors après on peut discuter longtemps de ce qu'on met dessus. Moi je dis que toute la culture est populaire, il n'y a pas de culture qui ne le soit pas. Simplement, effectivement, il y a des cultures qu'on ne met pas à la disposition. J'ai demandé à ce qu'on crée une école de musique dans le 16e. C'est le 16e, je ne l'ai pas fait innocemment, tu le pensais bien, hein, voilà. Où on va mettre des cours de piano, où on va mettre des cours de violon, de guitare, le solfège et du chant, où on va mixer les enfants du Merlin, de la Castellane, de la solidarité, et parce que moi, je crois que ce qui fait que cette population n'accède pas à ce type d'activité, il y a un seul frein. Parce que comme on ne parle pas de frein culturel, parce que ça rassure certaines personnes, c'est un problème de pognon. Il suffit, c'est-à-dire de mettre les gens devant l'objet culturel pour qu'ils y adhèrent. Au-delà de la culture proprement dite, c'est aussi quelle société on veut. Mais Snap H34 tous les jours, tout le temps. Ouais, tout le temps, même je dors, j'ai Snap, tout le temps. On veut que les gens ils restent chez eux, ultra connectés, pouvoir accéder à tous les films du monde, toutes les séries du monde, etc. Argent, pouvoir, numérique. Moi, ça me fait... Mais la réponse ne va pas vous plaire, mais ça me fait penser aux personnes qui créent ces applications, justement, et qui permettent à la fois aux gens d'échanger, donc de faciliter justement les échanges quand ça peut être compliqué, quand la famille se trouve beaucoup plus loin, mais qui sur ça se font énormément d'argent et de manière... ils manipulent en fait les utilisateurs pour qu'on ait envie de rester plus et que ça devienne comme une addiction. Les réseaux, tout ça, ça reste que sur le numérique. Après, en face, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est pas pareil. C'est mieux en face à face, directement. Pour toi? Ouais. On crée plus de liens. J'ai une relation assez compliquée avec ces réseaux sociaux. Il y a eu un moment où je voulais absolument être sur aucun d'entre eux parce que ça allait pas avec ma personne, avec qui je pensais être. Dans les réseaux sociaux, on peut rigoler, tout ça, mais il n'y a pas le contact social qu'on peut avoir avec des gens dans la vraie vie. Donc, c'est mieux en réel.
Marseille est une poupée russe. Un quartier en cache toujours un autre. L'agencement de l'habitat valorise les plus cossus et relègue dans les profondeurs les plus fragiles. Du premier arrivé au dernier venu, tous se contestent. À la lutte des classes s'ajoute la lutte des places. L'espace public est agora, celle des rencontres, de l'ostentation sociale. On joue des épaules pour garder sa place. Ce carrefour est un miroir où se reflètent les contradictions, les interactions, les appartenances et les inégalités. La représentation d'une identité plurielle en gestation. Un peu de ce qu'on disait tout à l'heure sur la peau des choses, qui est pas uniforme, parce que chaque unité avait sa propre forme identitaire de dessin, de rugosité, de hauteur, etc. On est déjà assez ghettoisé comme ça. C'est déjà assez compliqué. Donc si les choses doivent se passer, il faut que ça s'inclue dans quelque chose de plus grand à l'échelle de la ville. C'est-à-dire qu'ici, on est à Marseille, quoi. Ou on pourrait aussi considérer que les stacks, c'est les Balkans. Entre le haut, le bas, le truc, les machins, les trucs, c'est une sorte d'ex-Yougoslavie. Les personnes qui disent ouais c'est comme ça Marseille, enfin exemple ouais Marseille c'est pas bien, les quartiers et tout, mais en fait ça dépend. Il y a le côté sud, c'est calme. Mais on va aller le côté en ville, c'est normal, c'est cramé. Et côté nord, c'est cramé dans le sens ouais, c'est pas fréquentable. Quand tu es dans une ville où en 10 ans, il y a eu 250 règlements de compte, c'est-à-dire 250 personnes qui se sont fait tuer en pleine rue, voilà, c'est pas normal. Regarde ce qui s'est passé à Saint-André où on a tiré sur un type, il y a même pas, il y a 10 jours, à 10 minutes de la sortie de la maternelle de Saint-André. Il avait 24 ans, le 7 juillet 2014. Il est sorti le matin, il était appelé par coup de téléphone, il est sorti à 9h du matin. Et personnellement, moi, je sais que c'est eux qui ont fait ce coup, hein. Parce que je vais le dire, je ni peur ni rien du tout, hein, parce que je suis morte. Non mais je suis morte, moi, ça fait 6 ans, personnellement, il n'y a que le corps qui bouge, hein, mais sinon, personnellement, dedans, je suis morte. Parce que prendre un enfant, c'est-à-dire, il t'a pris toute ta vie. Cette délinquance-là, quand elle est organisée comme ça, elle a une idéologie de droite, une idéologie capitaliste, une idéologie libérale. L'argent, on va dire que c'est un besoin. On a besoin d'argent. Mais, je sais pas, ça peut m'évoquer quoi. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas beaucoup, justement. Surtout dans ces quartiers-là. Quel quartier tu parles? Les quartiers nord. Le bonheur? Je sais pas. Je pense que je sais pas comment décrire le bonheur en fait. C'est être heureux, bien avec soi-même et avec les autres. C'est ça pour moi le bonheur. L'argent fait le bonheur. Je pense que l'argent nous permet, nous offre une forme de liberté. C'est triste à dire, mais c'est vrai parce qui n'a pas envie d'avoir accès à je sais pas, aux choses qu'il convoite facilement, et l'argent permet ça, et donc on a l'impression que avoir accès à ce qui nous fait envie directement, c'est une forme de liberté. Non, l'argent ça fait le bonheur. Ah non, maintenant on me passe 1 million d'euros là maintenant, je suis contente. Je vais faire ce que je veux avec les sous. Moi, je m'achète une voiture, je m'achète une maison vers la Corniche là-bas. Si j'ai beaucoup de sous, hein. Bon, les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas forcément se pencher sur l'œuvre de quelqu'un qui a 67 ans, tu vois, bon. Tous les films de Robert sont très ancrés dans la réalité de l'instant. Tous. Une projection de La ville est tranquille avec des 4e et des 3e. La ville est tranquille, c'est un film très tragique, très dur, très lourd, très fort, très long. 2h13, je crois, mais bon. Je suis arrivé dans la salle en pensant qu'effectivement, ils allaient tous... j'ai dit, pourquoi tu as choisi ce film? Ils vont tous se jeter à la mer, ils vont tous quitter la salle, ils vont s'ennuyer. Et pas du tout. On est rentré, la salle était comble, et c'est un des plus beaux débats que j'ai jamais fait.
l'Estac, le quartier où je suis né, tout ça, comme une espèce de métaphore aussi. C'est-à-dire c'est pour moi un lieu autant fictionnel que réel. C'est devenu, ça s'est embourgeoisé l'Estac, ça s'est embourgeoisé, il y a une nouvelle migration qui est arrivée. Ça, bon, ils essayent, exemple, à vraiment rentrer dans le... Parce que disons que l'Estac, c'est spécial, quoi. Je veux dire, la réalité, en fait, de ce quartier-là, en termes justement sociologiques, par exemple, je la pratique pas tant que ça. C'est vraiment, c'est un quartier populaire, c'est à la fois un quartier populaire, c'est un village, c'est une âme. On essaie de mettre en place des dispositifs qui mixent ces populations. C'est vraiment une âme, quoi. Mettre entre parenthèses une âme, parce que quand on va pas dire un étranger, mais quand quelqu'un d'ailleurs vient, nous on l'intégrait vite, quoi. Alors que maintenant, on dirait que c'est à nous de s'intégrer à eux. Alors ils amènent des changements, ils amènent avant c'était l'insouciance, maintenant c'est l'inquiétude, à travers leur regard, à travers ça, alors que nous on a toujours été là, on est enracinés ici. Alors ils sont là, ils te parlent de misère, de machin, de trucs, alors on va te parler de ce qui se passe au Bangladesh, mais attention, attention, si tu leur mets du logement social à proximité de leur maison, ça va pas. Mais moi je te dis, sur cette question-là, moi je suis complètement, pas si c'est un scoop, mais moi je suis complètement libérée. On va mettre du logement social dans le 16e. Moi, je pense que c'est un enjeu qu'on s'approprie, nous, acteurs de la ville, la façon dont on accueille des gens qui viennent là parce qu'ils en ont entendu parler, parce que ça les fait kiffer. Et je pense qu'il y a vraiment matière à créer un vrai projet intelligent, ancré, avec les habitants du territoire, enfin ceux qui veulent en tout cas, il n'y a pas d'obligation, pour réfléchir, pour se dire, ben oui, Marseille est connu dans le monde entier, l'Estac est connu dans le monde entier. Comme toi, tu sais d'où tu viens, toi, moi tu sais d'où je viens, on a fait des études supérieures, on est quand même toujours intégré dans notre lieu de vie. Nous, on a vécu, j'avoue qu'on s'en souciait très très peu, parce qu'on pensait que la mer, elle était propre pour toujours, même si on se baignait dans le cambouis, dans le pétrole, dans les égouts. En rapport avec l'environnement et avec le fait que petit à petit on émiette la planète. C'est une irruption de l'écologie comme thème central dans nos vies. C'est-à-dire l'écologie au sens vraiment de destruction de la planète ou pas. Est-ce qu'on la sauve ou est-ce qu'on ne la sauve pas? C'est même plus sauver l'humanité. C'est sauver la planète qui nourrit l'humanité, enfin, dans laquelle l'humanité s'est développée. Je me souviens de la dernière lutte de Kuhlmann pour la filtration, je ne sais plus comment c'était. Ils avaient l'usine la plus propre d'Europe, Kuhlmann. À un moment donné, à la fin, quand ils ont fermé. Quand ils ont fermé. J'y mettrais beaucoup plus de bienveillance, je pense. Entre les personnes, mais aussi avec cet environnement dont on parlait. De la bienveillance et être conscient dans chaque chose qu'on fait au moment où on le fait. Moi, je suis directeur de production, donc moi, je suis organisateur du tournage. Mais bon, comme c'est avec Guédiguian, je fais autre chose. J'étais au Sénégal, en train de tourner un film avec Guédiguian. Du jour au lendemain, on nous a dit il faut arrêter. En 4 jours, on a rapatrié une grande partie des comédiens, des techniciens. On est resté 7 sur place parce qu'il fallait rapatrier le matériel. J'allais tous les jours à l'aéroport, dans des files d'attente, avec des gens qui venaient de toutes parts. Là, j'arrive ici, c'était la catastrophe. D'un seul coup, je n'ai pas vécu. Je suis resté au lit pendant 15 jours. 15 jours à prendre de Doliprane, pardon, paracétamol.
Allez masque sur les quartiers nord. Le masque est un support, un trompe-l'œil. Depuis la nuit des temps, il caricature les traits de caractère, rend visible le grotesque, le ridicule, les genres féminins ou masculins. Le masque embellit ou enlaidit au gré des besoins. Il impose son mystère, le pouvoir de ses secrets. C'est derrière lui que se cachent Zorro, Batman et les autres. C'est derrière lui que le chaman, le sorcier, ritualise aussi leurs cérémonies. En dissimulant les émotions humaines, la trop simple humanité revêt les habits impassibles du divin. Le masque, durant la pandémie, est devenu l'épicentre de tous les enjeux. Telle une barrière de protection magique, il protège de l'ennemi invisible. Le voilà désormais révélé, mettant à jour ce qui se cache dans les sous-sols, les foyers, les cités, la société et le monde. Le masque ne peut pas nous protéger des ennemis visibles. Fini le cache-cache. Bienvenue dans les réalités des quartiers nord. La maladie, c'est très très dur. Et là, quand tu sens que la maladie elle est partout. On a fait des choix de politique en mettant en avant l'aspect économique parce qu'on considérait que d'avoir moins de lits, ça posait pas de problème, d'avoir moins d'instituteurs, ça posait pas de problème, d'avoir moins de flics, ça posait pas de problème. Voilà ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. C'est un territoire donc, comme j'ai l'habitude de dire, qui accumule toutes les difficultés. Le problème de logement, parce qu'il faut savoir que toujours sur le bas du 15e, c'est des logements qui sont des logements diffus, des vieux logements. Le logement est un des éléments fondamentaux pour la vie des personnes. Quand on n'a pas de logement, on perd tous ses repères. Le logement n'est pas uniquement un abri, c'est pas un toit sous lequel on s'abrite, c'est pas une niche. C'est quelque chose qui correspond à l'organisation même de sa vie. La cité de la Castaneuse, aujourd'hui, c'est une cité de 7000 habitants. Pour 1249 logements et on y croise une trentaine de communautés qui vivent depuis des années. Cette cité a été construite dans les années 70. Moi c'est Karima Ben Ahmed, je travaille au centre social de la Castellane en tant que chargée de développement et j'ai la casquette ACF, donc je suis référente animation collective famille. J'anime ce groupe de dames qui est autour de nous. Et c'est une grande famille ici à la Castellane. On a une grande famille, même moi je suis d'Algérie. Et j'ai pas de famille ici. Ma famille c'est la Castellane. De toute façon, dans les conditions dans lesquelles on vit dans les cités, il en découle des problèmes, et tu le sais parfaitement, de santé. Je veux dire, quand tu vis dans un logement où il ne s'est rien passé depuis 60 ans, où les bailleurs encaissent et engrangent parce que c'est une pompe à fric, et qu'à un moment donné, on n'assure même plus la maintenance. Parce que même les bailleurs, ils ne font pas tous leur travail. Avant, je me rappelle, moi, que 25 ans de ça, on avait le camion qui passait, nettoyait tout ça, avec les produits et tout. Les personnes précaires sont celles aussi qui vivent dans des milieux de vie les plus délétères pour leur santé. C'est des logements dégradés, c'est le surpeuplement, c'est plein de conditions qui font que effectivement, il y a plus de mal à vivre. Les problèmes de santé qui se sont accentués, il y en a des familles aussi qui ont eu des problèmes de santé qui se sont accentués avec les hypertensions qui... Oui, ça a embolé, ces hypertensions. Ouais, moi c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages sur ça. Alors on est au parc Mistral à l'Estac. Et tu es avec Marie Burle. Moi, c'est le grand classique, pharmacie d'officine, c'est-à-dire le bonhomme en blanc derrière le comptoir qui prend l'ordonnance, qui écoute la question et qui ramène des boîtes en général.
Je me suis demandé pourquoi j'avais fait 6 ans d'études. Selon les endroits où je bossais, on me demandait juste de courir le papier à la main, ramener vite les boîtes et que la personne surtout n'attende pas, etc. Avec Marianne Hodgkinson, psychiatre. On se trouve être le service public de santé mentale auprès d'une population particulièrement précaire, défavorisée sur le plan économique, sur des tas de plans qui sont la population des quartiers nord de la ville de Marseille. Et nous, on l'a un peu connu, Ali, toi et moi, cette école où tu avais des Jean-Jacques, des Benoît, des Malika, des Mamadou, et c'est ce qui a fait et des Giovanni, et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, quand tu te retrouves dans une salle de classe où tu as que des Malek, Malika, Jamila, et je crois qu'il n'en sort rien de bon. Philippe Amé, président du centre social de la Castellane. Mais tu te rends compte, c'est une ville dans la ville. Des fonctions d'enseignant, de directeur adjoint, de chef de travaux sur les lycées de Saint-Henri, Saint-André, La Cabucelle, situés dans le 15e et le 16e arrondissement de Marseille. Nous, on fait tout, les mamans, on fait tout pour que les jeunes, ils sont bien. C'est pour ça que ces jeunes qui sont dehors, c'est vos enfants. C'est quelque chose d'important pour moi et voilà, de vivre un peu ce que vivent les habitants et les jeunes, les moins jeunes sur ce territoire, c'est quelque chose qui est important, qui donne beaucoup de sens à ma vie personnelle, professionnelle, qui m'ouvre aussi les yeux et qui me ramène aussi à la réalité de certaines choses. Il y a eu un choix politique d'enclaver ces cités, c'est-à-dire qu'on a mis le centre social à l'intérieur, on a mis le groupe scolaire à l'intérieur de ces cités, et à un moment donné aussi, sur les critères d'attribution, il y a des choix qui ont été faits par les bailleurs, c'est-à-dire qu'on a concentré les mêmes problèmes au même endroit. Le centre social, parce que je suis directeur de cet équipement, et qui existe depuis des années, en fait, à la création de la cité, ça fait bientôt 50 ans. Anne Tangardini, donc je suis assistante sociale à la CAF, sur le 15e, 16e, depuis plusieurs années maintenant. La CAF fait partie de la branche famille de la sécurité sociale. Le taux de chômage, on avoisine presque les 55%, quand ici en France, c'est du 9 à 10% de taux de chômage. Ici à Marseille, on est entre 16 et 17, et là, nous, on est le triple, multiplié par 4, le taux de chômage. Quand tu as 100% des ressources constituées des prestations familiales, quand la CAF suspend les droits, les familles, elles sont en rupture totale de ressources. Alors Marseille, pour moi, c'est ma ville, la ville où je suis né, donc la ville où j'ai grandi, notamment le quartier de l'Estac. Et bien sûr, donc l'école, et puis le foot, le club de football, très important aussi pour continuer à apprendre c'est ce que je dirais l'école de la vie à travers les sports collectifs. Et donc voilà, une opportunité de travailler, alors c'est au sein d'une banque, ça aurait pu être dans un autre, peut-être dans un autre secteur d'activité. C'est l'épargne populaire. C'est collecter donc l'épargne des gens, des clients, pour pouvoir ensuite, une fois qu'elle est collectée, donc donner un intérêt, et ensuite avec ces fonds-là, pouvoir financer le logement social ou financer par la suite les entreprises ou les particuliers. La ville, comme on la vit, la manière dont on aménage les immeubles, la manière dont ils sont construits, faire en sorte qu'on se repère dans sa vie, qu'on ait effectivement un marqueur. Moi, je dis souvent, la manière dont on loge ses plus pauvres. Dis-moi comment tu loges. Voilà, comment on loge les plus pauvres, ça donne effectivement quel est le sens de notre société. Vivre à la Castellane aujourd'hui, on ne vit pas normalement à la Castellane. L'espace vert, on avait un petit truc qu'ils ont fait à la place avant avec les carrelages, on disait avant. C'est brûlé, après il n'y a rien. Il y a beaucoup de soleil. L'été, on ne peut pas rester, les après-midi. Il n'y a pas d'ombre. En haut, l'école en haut, il y a un petit jardin qu'ils ont fait aussi. Un petit jardin, mais en plus de ça, qu'ils ont fait le jardin avec les glissades en tôle. Que hier, j'ai entendu quelques mamans, ils ont dit que la tôle avec la chaleur, oui, ça brûle, on fait attention aux enfants. On n'a pas beaucoup d'arbres. C'est malheureux de dire aussi, ils vont en train de détruire la tour maintenant. On va être envahi des rats. Il y en a déjà, et voilà, il y en a déjà. Au parc Aliste, il y a 2 ans, on a eu une épidémie de teigne et de gale.
Et tu le sais, tu as travaillé dessus. Mais comment, au XXIe siècle, on peut avoir encore des épidémies de gale et de teigne? Les quartiers périphériques comme nos quartiers, 15, 16, 13, 14, un peu dans l'11-12, dans ces quartiers-là, la misère est dans les murs. On ne peut pas prendre la question de la santé que du point de vue sanitaire. On ne peut pas prendre la question de la santé que du point de vue des traitements médicamenteux. C'est plus global que ça, la santé. En fait, on est en déficit extrêmement grave de moyens. Mais il n'y a pas que les moyens, comment dire, de modèle financiers, les moyens en personnel. C'est fondamental. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'on est... Et on est encore plus, enfin, on s'en est encore plus rendu compte avec le coronavirus, mais totalement dénié dans nos difficultés. Non mais ça c'est voulu, je suis en train de vous dire, c'est voulu, c'est la société qu'elle veut ça. Parce que pourquoi on est dans les oublis dans les quartiers? Les quartiers nord étaient la partie oubliée. Oubliée parce que le haut de l'iceberg, c'est celui qui vit à la rue. Le haut de l'iceberg de la misère, ça ne veut pas dire que c'est la misère la plus pire. C'est celle qui se voit et celle qui gêne le plus. C'est au contraire de jouer sur les déterminants de santé, c'est de pouvoir expliquer aux gens ce qui va prévenir leurs maladies. C'est donc d'avoir un suivi très régulier, d'avoir cette prise en charge. Voilà. Et c'est ce qui devient difficile parce qu'il y a un manque de médecins, parce qu'il y a des pratiques effectivement qui tendent à changer. Il n'y en a quasiment plus des êtres humains soignants dans l'établissement. Ils sont remplacés par quoi? Par rien. Donc avec les mêmes... Enfin, par des protocoles, par des médicaments et encore pas tant que ça. L'humain, il peut pas être remplacé complètement et qui a besoin de ces relations humaines. La santé, c'est pas que l'absence de maladie. Donc les conditions de vie, les conditions de travail et d'existence sont tout aussi importantes et même sans doute c'est même là les conditions de la bonne santé. Alors on est tant attaché à ce quartier parce que je sais, hein, moi qui travaille avec les dames ici, malgré la douleur que vivent certaines familles, malgré la misère, malgré la souffrance, on est quand même attaché à ce territoire. Quand même, aujourd'hui, en France, le meilleur moyen d'y arriver, c'est par l'école. L'école reste quand même dans tous les quartiers, même les quartiers ghettoisés. L'implantation de l'école, elle sera au cœur du projet. Il faut sortir les écoles des cités. Le meilleur moyen quand même d'attraper les enfants, c'est de les attraper à l'école, puisqu'ils sont obligés d'y aller. Je veux dire, et s'ils fréquentent des enfants de Verduron, où déjà les parents bossent, où on est déjà dans un autre cadre, très clairement, évidemment qu'à un moment donné, les uns vont apporter aux autres, et ça va tirer ces enfants vers le haut. Donc il faut mettre beaucoup plus de moyens dans l'éducation, et ça rebondira sur le rapport à la culture, bien entendu. Mais c'est le rapport à l'éducation, c'est même, je ne dis pas c'est le meilleur moyen, je dis c'est le seul moyen. Et nous, on leur a dit, on prend le pari de faire un recensement, une étude, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient titulaires Bac plus 2, plus 3, plus 5. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des études, qui malheureusement, après être diplômés d'une licence ou d'un master 2, c'est pas pour ça qu'ils puissent avoir accès à un emploi digne. Nous, on a le centre. C'est malheureux de le dire, hein. On a le centre. Si le centre est ferme, on n'a rien trouvé. C'est ça, c'est-à-dire pour l'activité des familles, ouais. C'est-à-dire pour les enfants, parce que les enfants, les laisser à l'extérieur, on ne peut pas les laisser traîner. S'ils ferment le centre, il n'y a rien. Redonner du sens à mon travail, quand je vois dans quelle situation ils se trouvent, dans quelle difficulté se trouvent ces habitants, et au contraire, ils continuent à sourire, à se battre, à se lever le matin, à faire le meilleur, de donner la meilleure éducation à leurs gamins pour qu'ils puissent réussir leurs études. Regarde nos parents, même s'ils ne savaient pas lire et écrire, mais il y avait cette transmission verbale, mais de tout. Je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis, ouais, effectivement. Ma mère, elle m'a transmis vraiment le fait il y a des épreuves dans la vie, sans le dire comme ça, parce que je l'ai vu faire aussi. Et quand il y a des épreuves dans la vie, il faut quand même rester debout. Moi, je me rappelle, mes enfants, quand ils étaient tout petits, à un moment donné, j'étais chez ma belle-mère,
Et tu sais, ils disaient un peu n'importe quoi, je les regardais, genre, machin. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais depuis tard? Tu fais que de cligner des yeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais que de cligner des yeux. Mais tu vois, ce truc que nous, on comprenait au premier regard. Moi, j'ai surtout rencontré souvent beaucoup de familles qui sont perdus, qui savent pas réellement faire leur démarche, qui ont besoin, oui, d'être aidés. J'ai pas rencontré forcément des personnes fraudeuses, malhonnêtes. Moi, c'est pas les familles que je rencontre. Virus antisocial. Le monde tourne mal. Le pouvoir des services publics n'est plus efficient. Le cri des populations qui souffrent s'accroît au rythme des inégalités. La terre nourricière pleure, elle est condamnée. La prédation, le gain rapide et la voracité fondent le modèle. La loi du plus fort triomphe sur le sens et le bien commun. Sur le marché des spéculations, l'héritage naturel s'échange à court terme. À l'automne 2019, dans la ville de Wuhan, en Chine, surgit le virus de la Covid-19. Il se répand et affole l'OMS. La sainte guerre sanitaire commence. En France, au mois de mars 2020, la vie est à l'arrêt. Et pourtant, elle continue. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches, t'es un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire les premiers pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des jus à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Réponse à tous ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfant, les temps perdus qu'on ne rattrape plus. Qui n'est pas une crise financière, qui est une crise sanitaire. À partir du moment où il y a eu l'annonce du virus, mon pauvre cerveau, il était tout le temps en train de se dire « mais je comprends pas. » Le monde est à l'arrêt, quoi. A été à l'arrêt, quoi. C'est un truc de fou. Tout était quasiment arrêté. Les 3 premières semaines, c'était quasiment la sidération. Les gens n'osaient même pas sortir. Et là, mon cerveau me dit « mais attends, si c'est vrai, donc le virus, il est déjà partout, depuis longtemps. » C'est-à-dire qu'il ne fallait plus toucher le patient, il ne fallait plus s'en approcher. Ça fait peur, les maladies. Hein. C'est anxiogène. Hein. Les personnes ont envie de rester seules avec ces peurs. Puisque en Chine, c'était depuis décembre qu'on reçoit quand même quelques cartons et quelques emballages de Chine. C'est d'un coup, sort plus. Ça m'a fait un choc. Pour nous, ça a été, ça s'est fait comme pour tout le monde du jour au lendemain. Ce qui s'est arrêté surtout, c'est tout ce travail avec les écoles. Un lycée de 450 élèves. Ça se vit de façon assez brutale, hein, puisque c'est vrai que les tergiversations gouvernementales ne laissaient pas appréhender, je dirais, une telle décision. Là c'était la guerre contre un virus mortel. Si on pouvait pas faire plus anxiogène, c'est difficile. Le nombre des morts montait petit à petit. Pour l'instant, on n'en était pas encore au nombre de morts grippaux, mais je voyais quand même une courbe assez verticale. Donc, à l'intérieur même de l'hôpital, on va faire comme si l'intérieur de l'hôpital c'était une ville.
Et donc les personnes dans les pavillons, ils n'ont plus le droit de sortir non plus dans l'enceinte de l'hôpital. Le jeudi, on nous annonçait que le lundi, ça est fini, on n'accueillait plus les élèves, ils restaient à la maison, que tout le monde restait un peu à la maison. Donc on avait, y compris pendant le week-end, moi averti un petit peu tous les enseignants, avec une réunion générale qui était prévue le lundi pour pouvoir s'organiser. Et puis dans le week-end, instantanément, on nous demandait de ne plus regrouper non plus les enseignants. Les règles du jeu habituel, les règles de concurrence entre populations, entre groupes sociaux, n'étaient plus de cours, puisque de toute façon l'économie était quasiment arrêtée. On est un intermédiaire entre le gouvernement qui a pris des mesures radicales dans le confinement, c'est la mort de l'économie. Ouais. Et le client, donc le particulier professionnel qui est en difficulté financière. Tout le monde est enfermé, il faut laisser les magasins ouverts, sauf que ceux qui n'avaient pas les moyens de se nourrir. Et en particulier, toutes ces familles et toutes ces personnes qui vivaient pas d'aide sociale, parce qu'ils sont pour la plupart sans papier. Donc on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans cette ville, comme toi, comme moi, mais qui n'avaient pas de papier. On a mis en avant les commerces, la grande distribution, les professions, le corps médical. On peut dire que c'est le poumon, ça ? Ça oui, on a vu dans ce cas-là, dans la crise sanitaire, c'était le poumon, mais derrière, il faut que l'économie financière ne peut pas s'arrêter, sinon c'est la mort de l'économie tout court. Pendant le confinement, il y avait un plan de continuité d'activité. Ça s'est exacerbé. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des familles vraiment dans une misère noire. Tous les conseillers, les gestionnaires conseils ont été mobilisés sur le paiement des prestations. C'était une priorité. Moi, j'ai le cas d'une famille avec 4 enfants, une maman seule avec 4 enfants. Elle avait plus le RSA déjà juste avant le confinement. Elle n'a rien pu faire pendant le confinement et elle s'est retrouvée avec 0 € les allocations familiales. Elle a pu payer le loyer. Une détresse, une misère, ce qu'elle me disait, je ne veux pas manger, je veux juste que mes enfants mangent. Dans ce type d'environnement, c'est la survie, c'est la galère. La peur a réussi à monter à un tel niveau. C'était un affolement total, mais il faut dire aussi que nos médias et que nos politiques n'ont rien fait aussi. On a reçu quelques directives de l'éducation nationale qui étaient surtout on n'est pas dans un contexte où on continue à faire les cours comme d'habitude. Et puis alors ceux qui étaient sous contrainte de soins, alors eux de toute façon le préfet a dit d'emblée, ils sortiront pas. Quand on te demandait une attestation pour aller faire 3 pas dans la colline où il y avait juste des gants et qu'il fallait porter un masque et qu'il fallait qu'on soit à minimum 1 mètre d'intervalle les uns des autres alors qu'on sortait de la même maison. La chose la plus dingue, c'est qu'ils ont mis des PV à des sans-abri. La population n'avait plus le droit de venir, il n'y avait plus non plus de visite, donc il y avait une coupure totale. Ils ont interdit à des gens de sortir de leur campement pour aller chercher de l'eau. Interdiction de tout, on ne pouvait pas traiter, on n'avait pas le droit de... Même des choses d'habitude, personne n'y regardait ce qu'on prescrit. Enfin, sauf si on fait une erreur, mais évidemment, mais je veux dire, là, c'était interdiction de machin. On avait tous les jours, une recommandation des services de l'État qui nous disait qu'est-ce qu'il fallait faire. Tous ces gamins qui ont souffert sont retrouvés enfermés 24/24 à la maison parce qu'ils étaient interdits de sortir. Déjà, des fois, tu as l'intention de sortir dans la cité. Là, même aux alentours, tu ne peux pas sortir. Vous vous rendez compte, le traumatisme sacré. Juste de dire à nos patients, restez chez vous. Si vous vous étouffez, mais pas avant, parce qu'avant ça ne marche pas, si vous vous étouffez, vous téléphonez. Mais ça, c'est invivable. C'était invivable pour tout le monde, c'est invivable pour les patients et pour le système. Il y avait un écart tellement énorme entre justement cette mise en scène des héros du quotidien et une réalité. Alors il y en a, bien sûr qu'il y en a. Il y a des gens qui ont été effectivement, qui se sont donnés à fond, qui ont surinvesti, qui ont compensé les absences des autres, mais parce qu'il y en avait qui étaient absents. D'autres ont été obligés, ont été contraints par fermeture administrative de leur lieu de soins de fermer. Mais s'il y a une guerre, il faut un commandant et il faut un plan bien défini sur l'endroit là pour tout ce territoire. J'organise tout. Sauf qu'il y a personne qui fait ça. Je pense qu'elle a été d'autant plus répressive que l'État était quand même, nos dirigeants étaient quand même démunis
en tout cas dans les conseils qui étaient donnés pour appliquer, dans les réponses à donner. Je mets ça à leur décharge. Vous avez des recommandations, les ARS, la Sécu, envoyées à tous les médecins. Vous ne recevez pas, vous privilégiez la téléconsultation. Parce qu'à partir du moment, imaginons, je suis le chef et on me dit, bah écoute, à part que les gens restent chez eux, il n'y a rien à faire quand c'est un comité scientifique qui dit ça. Mais pourquoi il y avait ce prisme? Parce que c'était effectivement comme si on était en guerre, sauf qu'on n'était pas. On a un système de santé qui normalement aurait dû être prêt à supporter une épidémie. Et si vous recevez quand même et que votre patient il s'avère être positif, il peut se retourner contre vous pour dire que c'est vous qui l'avez contaminé. Et oui, on est quand même aussi dans une société qui est de plus en plus procédurière. Et donc on a bien vu les limites de notre système sanitaire qui n'est pas en capacité d'absorber en fait. La priorité c'était les Covid, c'est-à-dire les soins somatiques qui s'étaient d'ailleurs tous arrêtés aussi. C'est-à-dire si tu n'étais pas Covid et que tu étais malade, tu pouvais toujours essayer de te faire soigner. J'ai eu quand même des cas de gens qui n'osaient pas déranger leur médecin qui devait être suroccupé. Donc les infirmières libérales, les médecins, bon alors les dentistes on a dit vous dégagez, il n'y a pas besoin, les kinés vous dégagez, il n'y a pas besoin, vous nous filez tout ce qui vous reste comme matos et on va l'utiliser pour... Donc toi tu as mal aux dents, bah, bonjour, tu venais de faire une fracture du col du fémur, zéro rééducation, enfin bon. On a muselé parce qu'il y avait pénurie. Il faut parler clairement, parce qu'il y avait pénurie de produits. La liberté, c'était surtout ça. Moi, je voulais tout en sortir. Mais impossible, je n'ai pas le droit. Alors, on me disait, non, interdit, tu sors pas. Moi, j'étais vraiment confinée pourtant. J'ai même pas jeté à la poubelle, je ne peux même pas sortir pour jeter à la poubelle. Interdit de faire les cours, j'ai pas fait. Je suis restée chez moi, confinée, genre. Il y a eu vraiment des gens qui voulaient tous les masques pour eux, c'est-à-dire que quand on devait les compter un par un, mais pourquoi vous m'en donnez que 10 ? Parce que c'est le règlement. Oui, alors je reviens tout à l'heure et vous m'en redonnerez 10, non c'est 10 par semaine. Il n'y en a pas pour tout le monde, on est obligé de répartir les gens à risque. À l'hôpital, moi j'ai démarré le jour du confinement, dans une unité que je ne connaissais pas. J'arrive à 8h, parce que je me dis, comme ça fait longtemps que je ne suis pas allée, que je ne les connais pas, gna gna, je vais aller tôt. Puis là, en plus, putain, il y a le confinement. En plus, j'étais en congé 3 jours avant, donc les mails pour nous dire comment ça va passer, je ne les ai pas. Donc j'arrive, je vais à l'accueil, où ils centralisent toutes les informations. Je dis, bon alors, comment ça se passe ? Il manque une organisation, un truc d'urgence, mais organisé, fonctionnel et organisé au niveau de chaque territoire. Qu'est-ce que je fais ? Dites-moi ce qu'il faut, comment ça... Ben, vous allez dans votre pavillon. Oui, ça d'accord, mais ok, mais à part ça, est-ce que, bon, par exemple, la tenue. Ah ben vous faites comme d'habitude. Comment ça ? Mais j'ai pas de tenue d'habitude. Ah ben vous voyez avec les infirmiers qui vous en prêtent une. Et les masques. Mais non, mais là, il n'y a pas besoin. Là, j'ai dit, bon, ça commence mal. Ça commence très mal. Bon. Donc après, tu grappilles toutes les infos, tu te dis, bon là, on est dans une merde absolue. Comment je l'ai vécu ? Énormément d'énervement. Parce qu'au quotidien, on n'avait jamais les outils qu'il fallait pour répondre à la détresse. Je commence le lundi. Le vendredi, boum, une psychologue positive. Mais qui avait passé la semaine avec nous. Les masques, ça sert à rien, d'ailleurs je ne sais pas les mettre. Puis après, tout le monde doit mettre un masque pour sortir, interdit de rentrer dans un magasin sans un masque. On te vend ça, on te vend l'autre. Avec l'équipe, pour rappeler qui était là lundi, mardi, pour qu'on ait tout le monde. Ah non, il n'y a pas besoin. Pourquoi ? Comment ça, il n'y a pas besoin ? Ah ben non, on ne testera que ceux qui sont symptomatiques. Je dis non mais ça c'est dehors, mais là on est dans une unité d'hospitalisation avec des gens à risque et on est confiné avec eux dans un espace clos et on sait qu'il y a quelqu'un qui est avéré positive. Il y a des hôpitaux privés, il y a des hôpitaux publics, il y a des logiques commerciales, il y a des logiques financières, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'autorité. Ce dont je peux témoigner, c'est au niveau de l'IHU, le soutien en termes justement d'aide à la décision, d'aide à la mise en place des procédures de protection, de prévention. En tout cas, là, on voit qu'il y a des niveaux d'incompétence qui ont été considérés comme validables pour ce qui est de la protection des professionnels de santé, au moins du service public. Après, ça c'était épisode 1, patient, épisode 2, soignant. Allô, la médecine du travail.
Voilà, il y a un agent positif, et c'est... Oh, ben, c'est pas nécessaire. Mais il n'y avait pas d'organisation, c'est-à-dire que localement, à Marseille, on n'était pas capable de centraliser ou d'organiser la lecture des tests. Tous les jours, nous, on est obligés de savoir si l'un le faisait, si l'autre, on téléphonait à tous les labos, vous le faites ou vous ne les faites pas aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, mais demain, non. C'était n'importe quoi. Ben écoutez, c'est pas ce que nous dit l'IHU. Ah ben si vous voulez, vous y allez. Heureusement, il y a eu l'IHU et qui a pris en charge les patients de toute façon. Mais parce qu'il en avait la possibilité, nous, on était empêchés. Le traitement Raoult, c'est quelques jours avec hydroxychloroquine, azithromycine, le temps de diminuer la charge virale. La débrouille citoyenne. Le ciel, la terre, la mer respirent, alors que les humains tétanisés n'osent plus bouger. Le décompte des morts, la panique des médecins et des politiques poussent les pouvoirs publics à agir. Le temps que le gouvernement prenne la mesure de la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique équivaut au temps nécessaire pour établir un protocole de circonstance. Distanciation sociale, port du masque, lavage des mains, ces gestes vont devenir nos rituels quotidiens obligatoires. Les citoyens, eux, avancent. L'entraide sociale refait son apparition. Des initiatives clandestines, anonymes, s'imposent comme la seule alternative. La nécessité pousse à la débrouille. Tiens, revoilà l'humain. 110 000 habitants, mais la base de calcul du budget part sur 92 000 habitants. C'est-à-dire, déjà, tu vois déjà là. Et on a 2 € par habitant. Donc tu fais le compte, mon cher Ali, ça fait 1,8 million. La première priorité, ça a été comment se protéger nous, déjà. Ensuite, c'est nous, nos familles. Ensuite, c'est dans le cadre du travail, comment se protéger vis-à-vis de ses collègues. C'est comment protéger nos clients. Avec un objectif, c'était surtout de ne pas perdre d'élèves, quoi, et de trouver les moyens de créer le lien avec tous les élèves qui se retrouveraient à la maison. Donc on a maintenu le service, on a maintenu l'accès à l'argent. On a même renforcé pendant ces périodes-là, sur la période des prestations sociales, on a fait en sorte que les distributeurs fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de rupture, même des ruptures, parfois il peut y avoir des soucis techniques. On était vraiment en observation pour faire en sorte d'éviter qu'il y ait des moments de panique en disant, en plus du contexte sanitaire, il y a des problèmes parce qu'on n'a pas accès à l'argent. C'était le premier objectif, c'était les 15 premiers jours, c'était de faire le point avec les équipes qui ont réagi de façon quand même assez positive. Prise de contact téléphonique, tous les outils qu'ils pouvaient maîtriser un minima, WhatsApp, le téléphone, la classe virtuelle, tout le monde s'est mis un petit peu en fonction de ses compétences à essayer de contacter, de joindre un petit peu les élèves dans l'urgence. On a vu avec Covid que les clients nous ont demandé le sans contact parce que justement besoin de se protéger, donc de ne plus insérer la carte, de taper le code avec le clavier digital, ensuite de se nettoyer les mains avec le gel, tout ça, etc. Il y a eu de l'étonnement de certains professeurs par rapport à des élèves qui fonctionnaient pas du tout en cours et qui se sont découverts par ce lien-là. Ça dépendait. Il y avait des matières où je trouvais que les cours à distance étaient mieux, parce que j'arrivais plus à me concentrer et je suivais bien en visio. Et puis après, il y a des élèves on sent très bien que s'il n'y a pas cette présence physique de l'enseignant présent qui va donner l'explication au coup par coup, c'est compliqué pour lui et il lâche et il décroche. Mais il y a d'autres matières où on était, on va dire, mal accompagnés. C'était compliqué. On nous envoyait des fichiers et tu fais, c'est tout. Ça devient plus compliqué. D'autant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches qui se font via le CAF.fr, via le numérique, et que toutes les familles ne sont pas outillées. Je pense que cette maladie, au moins, elle me fait dire qu'elle touche tout le monde. La première préoccupation, c'est de dire la structure elle est fermée, mais on va maintenir un lien. C'est à la cité de la Castellane, c'est des gens de la cité qui militent, qui bougent depuis toujours dans leur cité. C'est le centre social qui en parle. J'ai pas trop
le droit de le dire, on a essayé de se rendre disponible à ces familles-là et on essaie d'ouvrir, lorsqu'on pouvait, le centre social pour accueillir les personnes qui étaient en très grande précarité. Moi, j'ai eu une proposition avec des gens, beaucoup de monde. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit on vous donne des courses, on vous amène des courses distribuées. Après le centre social, ils ont commencé, vous étiez le premier, avant moi. Vous étiez le premier. Et là, ils se sont rendus compte que beaucoup de familles n'avaient rien dans les frigos. Mais est-ce que nous, on peut vous aider à distribuer des denrées alimentaires, des produits hygiène, des couches, du lait? Cette maman, elle pouvait se permettre de leur offrir un repas via la cantine, un repas équilibré. Et là, elle s'est retrouvée, elle a dit mince. Même pour le petit déjeuner, rien qu'au matin, au lever, c'était déjà la galère. C'est que la responsabilité et la mobilisation, elle n'était pas liée aux classes sociales. Elle n'était plus liée aux classes sociales. Les plus pauvres aidaient des gens qui avaient un peu plus d'argent. J'ai servi 3 fois. La première fois, j'ai servi 500 personnes. La deuxième fois, j'ai servi dans les 300 et quelques. Avec des fréquences de combien? D'une semaine, intervalle? Chaque semaine. L'intelligence collective des individus a été plus efficace que L'Oréal qui a fabriqué aussi des masques. Il y en a eu plus. Et ils étaient gratuits. 2 dernières semaines du confinement, on a eu des jeunes de l'extérieur de la Castellane qui venaient. On a eu des gens de Gare Saint-Charles qui sont venus à la Castellane récupérer des colis parce qu'ils ont entendu qu'on avait des colis. Et les gens, quand ils viennent, tu peux pas dire non, vous habitez pas à la Castellane, c'est obligé qu'on les donne. Ce qui s'est passé pour eux pendant 2 mois, c'est juste... comment te dire, allez, tu sais, ils supportent ça depuis des années, allez, depuis des années, un épiphénomène. Ça veut dire que peut-être certains se sont rendus compte qu'ils étaient privés de liberté, mais eux le sont depuis des années. Quand ils ne peuvent pas se déplacer normalement d'un point A à un point B, et que chaque fois qu'ils se déplacent, ils sont stigmatisés, et du coup, tu pousses ces gens-là à se renfermer. Dans la prison des Baumettes, les prisonniers ont fait des ateliers pour fabriquer des masques. Ils ont fabriqué des masques pour tous les prisonniers et les surveillants. Comme j'ai fait les masques et j'ai à la vis des personnes âgées. Et je suis allée pour acheter les tissus, j'ai pas trouvé. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé, j'ai dit attends, je vais acheter des draps. Et quand j'ai fait mes comptes de combien de masques, je me sors avec 350 masques. Et là, on se dit tiens, il se passe des choses. C'est plus la question de la solidarité qui s'est faite, c'est plus ce caractère de l'aidant et de l'aider, mais dans les quartiers nord, ça a été un mot qu'on réapprend à connaître, c'est le mot d'entraide. Moi, quand je vois sur des Facebook, tout ce que je te dis, c'est vérifiable. Des candidats au municipal qui étaient là, qui se prenaient pour Kouchner. On amène des pâtes à tel endroit. On ne peut plus se comporter comme ça. Les politiques ne peuvent plus se comporter comme ça sur ces territoires-là. Pour moi, il y a un mot qui est important, c'est s'adapter. S'adapter, donc, et puis la façon dont tu as été construit te permet aussi de t'adapter. Et je dirais que moi, en plus des bagages techniques, tu as des bagages issus de l'école de la vie. Et là, c'était compliqué, hein, le confinement, c'était trop 5, le petit, l'autre. En plus, c'est moi la grande, je fais que des petits. C'est compliqué, les parents aussi, mes parents. Tout le temps à côté, tout le temps, c'était chaud. On a touché du doigt un petit peu les différences sociales. De compétences, les inégalités qu'on peut avoir dans les familles. Ouais, c'était plus la hayat là, je n'entendais même pas une mouche, c'était... Non, en vrai non, moi en confinement, chez moi c'était la hayat quand même. Hein. Mais c'était aux parents de prendre le relais dans cette situation-là. Et il est éduqué à avoir un rythme de travail, à respecter certaines règles, certaines consignes. C'était la famille qui prenait le relais de tout ça. Quand c'est la hayat, ça veut dire quoi? C'est le bordel, c'est le why, genre en fait ça veut dire il veut dire plein de sens ce mot. Donc ça a été certaines difficultés dans l'organisation au quotidien de la famille, des parents qui étaient en télétravail, des enfants qui devaient assister à des cours à telle heure, telle date, mais qui pouvaient pas avoir l'outil informatique. Soit ça crie trop, ça veut dire plein de trucs, bref. C'est la fête aussi. La fête, oui.
Ouais. Tu as dit que c'est l'Ariat? Ça dépend dans quel sens. Parce que certains parents avec des hauts niveaux d'instruction n'avaient pas la disponibilité, parce qu'ils continuaient à travailler, parce qu'eux étaient en télétravail. Ben déjà, l'école, ils m'envoyaient des mails, fait des devoirs et tout, mais tellement que j'étais fatiguée. En fait, j'étais fatiguée, je voulais pas faire mes devoirs, mais voilà, je les ai fait, hein, obligés. Ça, voilà, je faisais, et voilà. Moi, par exemple, qui va à l'école, en fait, je pouvais faire ce que je voulais la journée, quoi. Sans sortir, parce que du coup, on n'avait pas le droit. Mais T'as fait quoi? J'ai lu, et c'est tout. En général, j'ai pas beaucoup de temps. C'était une série, ouais, pas un film, une série. Tous les jours, des nouveaux trucs. Netflix au Rakatu, voilà. Il y avait les devoirs aussi. Les devoirs? Les devoirs, moi j'ai galéré avec ma fille, hein, tellement j'ai appelé son maître. J'ai dit, comment vous faites avec elle? J'ai dit, parce que là, j'en peux plus, là. De voir des familles qui avaient un rapport au milieu scolaire, à l'école, un peu difficile, un peu éloigné. Ça fait 6 heures et elle ne veut pas finir ses devoirs. Et il m'a dit, après il a parlé avec elle. Voilà, se mettre en situation de maître d'école, quoi, avec leurs enfants, mais avec leurs difficultés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le cahier, j'ai dit, allez, viens, toi de ton côté, moi de mon côté, et on va faire les devoirs ensemble. Et après, on va faire la correction. Mais ils ont essayé d'imaginer des systèmes pour faire travailler leurs enfants. Hein, ils se sont mis en difficulté des fois, avec des retours des fois de familles qui ont dit ça a été dur. Et là, je vois que la petite, elle est un peu motivée. Et à la fin, ça y est, j'en pouvais plus. J'ai dit à son père, voilà, c'est toi qui fais le devoir avec elle. Prends le relais. Très positif dans l'engagement des familles par rapport à l'éducation et à l'apprentissage de leurs enfants. Et ça, c'était quelque chose qu'il faudra garder, que les familles gardent en tête, ça sera important. Et elle a fait les décollés avec nous, elle a abandonné la maison. Et après, dès qu'elle m'a appris Fadila, j'ai dit, allez. Tu as trouvé la porte, hein? Oh punaise. J'ai mis mon masque et allez. Oh punaise. Voilà, j'ai dit, je mets mon masque et je dis, bismillah, allez, je commence à faire, à aider. Et franchement, quand je rentre, j'étais à l'aise. Je dors bien. Moralement, j'étais très très à l'aise. Ah, pour moi, là, c'est fini, j'ai eu mon bac, c'est bon. Je respire. Liberté sous contrainte. Le monde est une prison à ciel ouvert. Le confinement restreint nos libertés. Il insuffle une psychologie carcérale. L'espace public est confisqué. La fermeture des commerces, l'absence de contact nous condamnent à une vie sans lien. Dormir, se lever, manger, se vider et recommencer. Vivre, mourir. Nécessité fait loi. L'humain est un être social. L'amputé de cette identité neutralise son pouvoir d'agir. La liberté ne se rationne pas. Mieux vaut un être debout qui tombe et se relève 100 fois qu'un être debout qui ne soit jamais tombé. Sagesse orientale. Aujourd'hui, nous avons une ville qui se modifie. Alors, l'enjeu aujourd'hui n'est surtout pas de dire il faut fermer la ville aux étrangers. Mais on n'est plus dans ce mode-là de réflexion descendant, en disant parce que nous sommes les dirigeants, nous avons décidé de... Non, la décision, elle peut être de bon sens. Ces histoires d'invasion par les Roms. Les familles roms qui habitent dans les bidonvilles, qui font toutes nos poubelles et du recyclage. Dans ces bidonvilles, ils sont 1500 sur 890 000 ou 900 000 habitants. Donc de quoi on parle? Beaucoup de collaborateurs qui sont issus de ce qu'on appelle, pareil, sans faire cliché, mais de la diversité. C'est une ville des plus paradoxales qui existent. Elle est magnifique,
elle est sale et moche sur certains endroits. Et donc on a beaucoup de collaborateurs dans notre entreprise qui viennent nous enrichir aussi avec leur expérience et leur bonne connaissance aussi de l'environnement, du marché. Elle est violente et d'un accueil incroyable. Aujourd'hui, il y a une grosse réflexion qui se fait à travers le logement social, notamment sur Marseille. Ces bons côtés, très bizarrement, il nous a fallu le Covid et la période du confinement pour les voir. On est forcément obligé de voir comment on peut s'insérer là-dedans, de par nos statuts. Je trouve qu'il y a les ressorts d'une nouvelle manière de penser le lien social et l'accord social entre nous. Moi j'ai un statut de cadre supérieur d'encadrement. Et ça consiste à quoi? Je suis directeur régional d'un jockey de la région Marseille. Oui, oui, bien sûr. Oui, on parlait tout à l'heure d'évolution, c'est une belle évolution. C'est quoi qui a permis dans ces cités, dans ces grands ensembles, de continuer? C'est l'être humain. Tout ce questionnement de l'enseignant qui animait son cours, avec en présence en face de lui l'élève, mais aussi le reste de la famille. Le petit frère, le grand frère, les parents qui étaient présents aussi à la maison. Les cousins, les parents, les grands-parents, c'est large la famille. Mais ouais, c'est le principal, on va dire. Le pilier. La femme, c'est le pilier. La femme, elle fait tout. Les enfants, les courses, les papiers. Il y a tout. Le ménage, le manger, les neiges. Tu vois, il y a tout. Il y a tout. Elle s'occupe des enfants et des parents aussi. Ces habitants qui sont malheureusement très souvent décriés, ils se sont rassemblés, ils se sont concertés, ils se sont rendus disponibles pour leurs voisins, pour leurs proches. J'ai fait tout pour avoir mon permis. Chaque matin que je fais mes courses et de prendre le chariot le matin et faire les courses, c'est l'enfer. Je disais au moniteur, je lui disais, le jour que j'aurai mon permis, je vous fais un bon couscous. Comment on fait pour, de cette énergie positive, de cette énergie collective, de cette énergie liée à l'entraide, cette résistance en faire une résilience? Je les trouve même dans la route qui sont chargés, tout ça, je m'arrête et j'amène tout le monde. Je suis l'abbé Pierre de la Castellane, tu as vu? La liberté, parce qu'avec une voiture, tu es dépendant, c'est-à-dire il faut toujours demander quelqu'un. Tu vas où tu veux. Mais avec ma voiture, des fois je suis pas bien, je prends ma voiture, direction les stacks, je suis à la mer et je regarde. Là, ça s'est encore plus vu pendant ce confinement. Vraiment, on avait l'impression que c'était une armée de femmes. On est obligé de s'organiser maintenant différemment. On ne peut plus être le médecin tout seul dans un cabinet parce qu'effectivement, il y a trop de choses à prendre en charge. C'est la couturière du quartier qui m'a donné un joker et qui m'a permis de gérer l'angoisse des gens. Le sujet, c'était de donner les mêmes chances à tout le monde, en fonction de son état de santé, etc. Mais de prendre les personnes, de les accompagner et de les soigner. Nous, on a eu des patients âgés qui n'étaient pas en EHPAD, qui étaient chez eux, mais des personnes âgées qui ont été refusées à l'hôpital. Parce qu'à un moment donné, je l'appelle et je lui dis, dis-moi, maintenant que, en gros, ce qu'ils appellent les masques grand public, c'est validé comme étant une petite protection, mais voilà. Les patients, c'est aussi des citoyens, donc il faut qu'ils comprennent bien ce qui leur arrive aussi pour pouvoir être citoyens dans leur cité et faire bouger des choses. Tu en fais pas? Elle me fait si, mais d'ailleurs même je fournis des hôpitaux. Je dis d'accord, ok, ça c'est encore autre chose. Et bien donc, est-ce que je peux t'envoyer du monde? En fait, malade mental ou pas, on était confrontés à la même adversité. Sûrement, il y a des choses qui vont changer. Mais ça ne se fera pas tout seul, ça se fera que si toutes les personnes, les citoyens, ils ont vraiment cette volonté de rien lâcher de ce qu'ils ont appris là pour aller plus loin et pour changer, effectivement. On est en veille, voilà. Et moi, je considère que je suis le VRP. Je représente les habitants et j'essaie de défendre au mieux leurs intérêts. Ça demande de volonté politique parce qu'il y a des choses qu'il faut financer, parce qu'il faut changer de paradigme. Donc moi, c'est quand j'étais de garde à l'hôpital Nord qu'on m'a expliqué qu'en 10 jours, il y avait eu autant de dénestrations qu'en 6 mois habituellement. Personne n'en parle, ça. Personne n'en parle. Tu as vu le tapage médiatique, on sait. Mais tu veux pas qu'à un moment donné, ce soit la psychose. C'est-à-dire que même si tu n'es pas malade, tu regardes BFM, tu as l'impression que tu as tous les symptômes. En plus, c'est très symbolique, la défenestration. C'est je prends l'air. Enfin, c'est plus possible. Il faut que je respire. Il faut que je sorte. Il faut que je sorte.
Pour moi, l'État-providence n'est pas une insulte. C'est celui qui garantit à chacun d'entre nous la santé, la sécurité et les moyens de vivre correctement. J'ai l'impression que la psychiatrie, c'est une poubelle. Une poubelle, puis ça a été une décharge publique. Et maintenant, on est vraiment dans une décharge complètement sauvage, parce que la décharge est elle-même abandonnée. Au lieu de dire non mais c'est pas acceptable, on peut pas accepter de ne pas avoir assez de transport, on peut pas accepter ce genre de choses, eh ben non, on s'adapte à la misère. Tu peux leur dire ce que tu veux. Là, on a décrié le fait que il y avait beaucoup de taux d'absentéisme. Alors, quand il y a les soirées électorales, alors comment vous expliquez là ce taux de participation? Mais quand on leur a fait croire pendant des années, qu'en allant voter, tu auras plus accès aux services publics, tu auras plus accès à un travail, à un statut, à être reconnu comme citoyen. Et comment tu l'expliques? Explique qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Voilà, moi je te la donne l'explication. Ils n'en ont plus rien à foutre parce qu'ils ont le sentiment qu'on n'en a plus rien à foutre d'eux. Quand tu leur fais une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait 15 à 20 ans. Aujourd'hui, ils croient juste à leur seule humanité et ce qu'ils vont donner à leurs voisins, et ce qu'ils vont donner à eux-mêmes, à leurs voisins, et ça leur suffit. Et qu'à un moment donné, tu sais, c'est un comportement en appelle un autre. Si toi tu fais attention à moi, moi je fais attention à toi. La ville du matin me dit, ah mais dans les écoles, ils ont mis en place des groupes WhatsApp, les parents d'élèves, ils sont très organisés. Moi je suis très contente qu'ils soient très organisés. Je suis très contente qu'ils soient organisés. Parce que s'ils sont organisés, ça veut dire qu'à un moment, les choses vont bouger. L'hymne à la vie. Notre monde malade accouche de la Covid. L'environnement, l'organisation sociale, les inégalités, la prédation aveugle en sont les symptômes. La marée Covid inonde la planète. La puissance mondiale applique les recommandations de l'OMS. Tout lien social est un risque avéré. Le spectre de la mort rôde et s'abat sur tous ceux qui ne respectent pas les consignes. Les démocraties ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Les libertés sont mises entre parenthèses. La Covid est une arme de dissuasion massive, comme le nucléaire, l'argent, le pétrole, etc. Réduire à zéro les risques de contagion est une pure utopie. Personne n'échappe à la mort. La vie nous attend, être ou ne pas être. Mm-hmm.